Bonjour à tous. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo. La raison c'est simplement parce que j'ai été assez occupé ces derniers temps et également que j'ai été assez fatigué, notamment avec la canicule que nous venons tous de vivre en ce moment en France, hein. Et car je suis en fait quelqu'un qui supporte mal la chaleur, hein, concrètement. Du coup j'ai eu besoin de me reposer et de prendre soin de ma santé. Et ça tombe bien car ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, la santé. Donc j'ai appelé la vidéo santé et maladie, donc la connaissance du tempérament et de sa tempérance. Donc ce sont des mots que l'on va étudier aujourd'hui, hein. Donc je vais donner la définition comme j'en ai l'habitude et comme vous en avez l'habitude si vous me suivez déjà depuis un petit moment. Et donc pour commencer, je vais parler de la santé. Dans une de mes précédentes vidéos, j'avais déjà donné la définition de la santé, qu'on le retrouve tout simplement dans le dictionnaire, et donc qui est la suivante. C'est l'état physiologique normal de l'organisme d'un être vivant, en particulier d'un être humain, qui fonctionne harmonieusement, régulièrement, dont aucune fonction vitale n'est atteinte, indépendamment bien sûr d'anomalies ou d'infirmités dont le sujet pourrait être affecté. Donc voilà, ça c'est la définition, hein. Donc ici comme mot-clé on peut relever l'état physiologique normal, bien sûr, et deuxièmement, qui fonctionne harmonieusement, régulièrement et dont aucune fonction vitale n'est atteinte. Et donc déjà, d'après cette définition, on peut dire que si vous ne trouvez pas, par exemple, que vous avez un état physiologique normal ou un fonctionnement qui est harmonieux et régulier, eh bien on peut dire que vous n'êtes pas la représentation idéale de la santé, tout simplement. Reste ici également à définir qu'est-ce que l'on entend par état physiologique normal et fonctionnement harmonieux et régulier. Donc voilà, comme tous les sujets ici sur Terre, malheureusement, c'est un sujet qui n'est pas épargné par tout un tas d'idéologies, mais nous allons en parler également. Et donc, à côté de cela, nous avons bien sûr la définition de ce qu'est une maladie. Et donc une maladie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'altération de l'état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes perceptibles directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et comportant une évolution. Donc cette définition, je la trouve également dans le dictionnaire, hein, bien sûr. Et donc là, les mots-clés que l'on peut relever dans cette définition, c'est tout simplement l'altération de l'état de santé, donc l'état de santé que l'on vient de définir juste avant, donc par un ensemble de signes et de symptômes perceptibles ou non, hein, deuxièmement. Troisièmement, correspondant à des troubles qui sont généralisés ou localisés. Et quatrièmement, dû à des causes internes ou externes. Donc voilà, c'est très important déjà d'avoir bien en tête qu'est-ce que ça signifie que l'état de santé ou que l'état de maladie, comme je viens de le définir à l'instant. Donc ça c'est principalement donc la vision occidentale, hein, donc de ces deux termes, la vision occidentale moderne, pardon, de ces deux choses, qui n'est pas fausse, hein, d'après moi, mais qui reste assez imprécise en fait, hein. C'est-à-dire qu'en fait on ne voit pas trop bien de quoi est-ce que ça veut parler, justement qu'est-ce que c'est que l'état de santé, un état physiologique normal, etc. Donc c'est ce dont nous allons parler maintenant justement, car en médecine chinoise et dans les sciences étudiant les tempéraments de l'homme, hein, donc les sciences ancestrales, qui existaient aussi en Occident, je vous rappelle, hein, c'est toutes les sciences autour d'Hippocrate et des tempéraments d'Hippocrate notamment dont on va parler. Eh bien, on va définir la santé comme étant un état d'équilibre optimal entre les différents tempéraments ou entre le yang et le yin pour la médecine chinoise. Et donc ici, hein, cette définition de la santé, l'état d'équilibre, c'est ce qui correspond à l'état physiologique normal dont j'ai parlé au début de cette vidéo avec la définition. En conséquence, la maladie ou la pathologie est définie comme étant le déséquilibre intérieur de l'être humain
dans ce qui le constitue, ou le déséquilibre entre le yang et le yin, et cela en fonction des différents organes, en fonction de la localité. Et c'est donc cela que l'on va appeler le tempérament. Donc ici, si je dois donner une définition de ce qu'est le tempérament, définition que je ne retrouve pas cette fois dans le dictionnaire, bien évidemment, eh bien je dirais que le tempérament, c'est un état de déséquilibre intérieur de l'être humain entre les éléments constitutifs de la nature, qui sont généralement donc le yang et le yin, et plus spécifiquement le chaud et le froid, la sécheresse et l'humidité, ainsi que ce qu'on va appeler le vide d'énergie, appelé vide de qi en médecine chinoise. Donc en quelque sorte, ici, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le tempérament, c'est en quelque sorte une tendance qu'a le corps humain d'avoir un certain fonctionnement. C'est une tendance de fonctionnement en réalité, c'est comme une mode, si on peut dire, dans la société moderne, on appelle ça une mode, avec le corps et la santé, on va appeler ça le tempérament. C'est le déséquilibre, c'est une tendance qu'a le corps à agir d'une certaine façon. Alors, il y a bien sûr plusieurs tempéraments qui sont décrits dans ces médecines ancestrales, qui sont donc des états de déséquilibre, mais qui sont des états stables de déséquilibre chez les différentes personnes, chez qui on va retrouver justement ces manières de fonctionner, qui sont stables, encore une fois. C'est pas parce que c'est un déséquilibre que c'est forcément instable, c'est stable. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, d'après moi, c'est que tout déséquilibre va commencer petit pour s'agrandir de plus en plus si rien n'est fait justement pour revenir à un état d'équilibre normal, si je puis dire. Et un petit déséquilibre, bien sûr, entraînera de petits problèmes de santé, si on peut dire, comparativement, bien sûr, à des problèmes de santé plus importants, qui interviendront avec des plus grands déséquilibres ou des déséquilibres qui vont être plus nombreux. Je vais quand même donner quelques exemples pour que vous compreniez bien qu'est-ce que j'entends par tempérament et déséquilibre, mais j'en parlerai plus en précision dans de prochaines vidéos. Donc le premier exemple, ça va être certaines personnes tout simplement qui vont être très vulnérables au froid, dans le sens où lorsque les températures vont commencer à baisser, lorsqu'on va par exemple rentrer en hiver, eh bien elles vont attraper un rhume. Comme on dit, il y a bien le dicton qui dit que ces personnes attrapent froid. On dit souvent qu'elles attrapent froid, c'est bien le sens que qu'on veut bien lui donner, c'est-à-dire que les températures baissent, il y a le froid, l'énergie du froid qui va être à l'extérieur, et ces personnes vont tomber malades en réaction à ce froid externe. Et bien sûr, je précise que tout le monde n'attrape pas froid en hiver, donc c'est bien le signe que c'est un déséquilibre qui est présent, inhérent à ces personnes-là, qui ont cette faiblesse-là particulière, qui n'est pas présente chez tout le monde. Et donc le deuxième exemple, bien sûr, ça va être les personnes qui vont être vulnérables au chaud. Ces personnes vont très mal supporter la chaleur, comparativement aux autres qui supportent très mal le froid. Eh bien, ces personnes vont très mal supporter la chaleur, donc la saison de l'été, et les canicules notamment. Elles vont par exemple pouvoir avoir donc on va dire le yang du foie, c'est-à-dire une sorte d'énergie de chaleur qui va monter à la tête, et ceci est dû justement à ce déséquilibre présent. Et cela va par exemple entraîner des inflammations, donc au niveau de la tête, notamment ça va pouvoir être au niveau des gencives, au niveau de la muqueuse nasale, au niveau du cerveau, donc ça va donner des migraines par exemple. Donc au niveau des yeux également, les inflammations oculaires sont dues à une montée du yang du foie, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc céphalée, ça peut donner également des acouphènes, voilà, donc tout ça est dû à un déséquilibre du foie. Et étant donné que c'est un déséquilibre du foie, il y a souvent également des problèmes de digestion qui vont être associés à ce déséquilibre et en lien donc à la chaleur externe. Comme précédemment, c'était en lien avec le froid externe, là c'est la chaleur externe. Donc voilà, tout ça est dépendant du tempérament de la personne.
Donc dans le troisième exemple que je vais aborder ici, troisième et dernier exemple, j'aimerais insister quand même sur la relation, sur le lien qu'il existe entre les différents tempéraments et les différentes émotions. Puisque j'en parle pas mal dans mes précédentes vidéos, je pense que c'est un sujet qui est très important, que nous sommes grandement déterminés par notre corps émotionnel, par les émotions que l'on ressent et que l'on exprime. Et notamment, nous connaissons tous ces personnes qui, dès qu'il leur arrive un petit désagrément dans la vie, vont tout de suite se mettre en colère et par exemple déverser leur colère sur un petit peu tout le monde, sur tout ce qui les entoure, pas forcément que des personnes, mais même sur des objets, etc., qui vont se mettre à taper les murs, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est l'énergie de la colère par exemple, ou au contraire, on connaît ces personnes qui vont plutôt ressentir beaucoup de tristesse face à beaucoup d'événements dans la vie, des choses qui vont leur arriver ou des choses dont ils entendent parler également. Donc voilà, ça va être l'énergie de la tristesse ici. Et on voit bien donc ici que ces émotions que les personnes vont être amenées à ressentir et à exprimer sont des émotions qui sont présentes à l'intérieur d'elles en fonction de divers, de divers déséquilibres qui sont présents à l'intérieur d'elles et qui vont être amenés à exprimer en fonction des différentes situations qu'ils vont vivre. Mais en quelque sorte, ce ne sont pas uniquement les situations qu'ils vivent qui entraînent ces émotions, bien sûr ça joue, c'est un lien, mais c'est également des émotions qui sont présentes, car il y a un déséquilibre à l'intérieur qui fait que ça engendre en quelque sorte cette émotion négative. Dans le même registre, nous avons tous entendu parler de ces histoires où les personnes sont visiblement en bonne santé, en bonne forme, etc., n'ont pas de problème particulier, et tout d'un coup vont vivre un gros traumatisme, comme par exemple la mort d'un proche, la perte d'un travail, une rupture amoureuse. Et donc ce grand traumatisme qu'ils vivent vont faire naître ensuite en eux une grosse maladie, à cause de la forte émotion qui va être engendrée donc par ce traumatisme. Et donc une grosse maladie, tout simplement comme un infarctus du myocarde par exemple, un AVC, un accident vasculaire cérébral, un cancer par exemple, enfin ce genre de choses, ça arrive assez fréquemment. Et bien sûr, donc, tout cela, comme je l'ai dit, est révélateur du tempérament de la personne, c'est-à-dire de son propre déséquilibre intérieur, dans la mesure où une émotion est surexprimée, donc par rapport aux autres, et surtout de manière démesurée. C'est-à-dire sans action correctrice, sans action contrôlante, si je puis dire, mais je vais y revenir à la fin de la vidéo. Ici, j'insiste vraiment là-dessus, que c'est une expression émotionnelle démesurée. Et il est bien là le problème, car il y a une idée, bien sûr, qui circule un petit peu partout sur les réseaux, selon laquelle on ne devrait jamais ressentir d'émotion, quelle que soit la situation que l'on vit. Si je puis dire, la faute va être encore une fois mise sur le dos de l'ego. On va dire que si vous ressentez des émotions négatives particulièrement, c'est parce que vous avez de l'ego, c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé, je ne sais pas quoi, ce genre de choses. Mais pour moi, tout cela n'est que pure idéologie. Comme j'en ai parlé un petit peu dans ma précédente vidéo. Ici, pour moi, il est tout à fait normal donc de ressentir et d'exprimer ses émotions. Ce sont des choses que l'on est tous amenés à vivre. Voilà, nous sommes des êtres humains, nous ressentons des émotions, nous avons un corps émotionnel. Il est tout à fait normal de ressentir des émotions. Le tout est de comprendre pourquoi la situation vécue va engendrer cette émotion, et bien sûr d'amener une correction, d'amener une action correctrice afin de changer cette situation qui nous amène de la souffrance concrètement, que l'on trouve difficile à vivre en quelque sorte. Le but est d'amener une action correctrice. Voilà. Le problème c'est lorsque nous ressentons ces émotions et que nous ne faisons rien en quelque sorte pour changer la situation qui l'a fait naître en quelque sorte. Mais je reviendrai sur la notion d'équilibre un petit peu entre les émotions un peu plus tard. Et donc bien sûr en rapport avec les émotions, il y a bien évidemment la classification des tempéraments d'Hippocrate qui va relier les 4 émotions
ou les 4 états aux 4 tempéraments. Donc je vais décrire tout de suite, comme ça c'est pour que vous ayez un petit peu les idées claires dans la tête. Donc le premier tempérament dont on va parler, ça va être le bilieux. Le bilieux, il va être, comme on dit, chaud et sec. Il va être donc dominé par l'élément feu. Et donc l'organe clé qui est relié au bilieux, c'est le foie. Et son émotion est donc la colère négativement ou le courage positivement. Ensuite, nous allons avoir le tempérament du sanguin. Donc le sanguin, il est chaud et humide. Il est donc dominé par l'élément air. L'organe clé qui lui est relié est tout ce qui est en lien avec le sang, avec les vaisseaux sanguins, le cœur, et son émotion est la culpabilité négativement et la joie positivement. Ensuite, nous avons le tempérament du nerveux. Et donc le nerveux, il est froid et sec. Il est donc dominé par l'élément terre. L'organe clé qui lui est relié est la rate, et son émotion est la mélancolie négativement ou la patience positivement. Et ensuite, le quatrième tempérament, donc hippocratique, le lymphatique, il est froid et humide. Il est donc dominé par l'élément eau. L'organe clé qui lui est relié est la lymphe et les vaisseaux lymphatiques. Et l'émotion qui lui est reliée est une certaine forme de passivité, de procrastination. Donc négativement, et l'adaptabilité positivement. Donc voilà, donc là je viens de décrire un petit peu les 4 tempéraments d'Hippocrate qui diffèrent bien évidemment des tempéraments dont on va parler en médecine chinoise et dont j'ai déjà parlé un petit peu dans mes précédentes vidéos. Mais de toute façon, que ce soit dans les tempéraments d'Hippocrate ou dans les tempéraments de la médecine chinoise, nous allons à chaque fois décrire donc des déséquilibres, des fonctionnements de l'être humain en fonction de certains tempéraments, donc de certains déséquilibres. Et donc ces tempéraments, ces déséquilibres vont nous rendre sujet à des dysfonctionnements, comme je l'ai dit, ou à une plus grande vulnérabilité vis-à-vis de facteurs extérieurs. C'est très important de bien comprendre que ça nous rend vulnérables. Voilà. Et donc c'est pourquoi dans toutes les médecines anciennes, on va toujours parler de la tempérance. Et donc la tempérance, qu'est-ce que c'est? Pour donner une définition qui n'est pas non plus dans le dictionnaire, la tempérance, c'est l'art de s'équilibrer dans son tempérament, ou entre son yang et son yin, en fonction de la localité du déséquilibre. Et c'est bien sûr lorsque le déséquilibre va être petit que le rééquilibrage de l'organisme va être rapide et facile. Lorsque le déséquilibre est plus important, donc c'est-à-dire avec plus de pathologies lourdes ou avec plusieurs facteurs qui arrivent en même temps, si je puis dire, qui sont corrélés, eh bien le rééquilibrage sera plus long et plus compliqué, bien évidemment. Donc voilà, notamment avec de nombreux déséquilibres en même temps. De concert, comme on dit. Donc ici, bien sûr, le but de la tempérance, ici, ça va être de prévenir les problèmes de santé plus importants. Donc c'est bien sûr la citation, le dicton que tout le monde connaît, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. C'est bien le but ici de mon approche. Et donc le tempérament étant un état de vulnérabilité, un état de fragilité ou de faiblesse, ici le but de la tempérance est donc de nous renforcer, de devenir plus résistants et plus résilients. Mais bien évidemment, pour cela, il est d'abord absolument nécessaire de se connaître, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se connaître? Donc voilà, trois choses, d'après moi, c'est-à-dire tout d'abord connaître l'état de normalité du fonctionnement de l'être humain, c'est-à-dire connaître l'état de santé optimale, l'état d'équilibre, comment est-ce que l'être humain devrait fonctionner s'il est en bon état de santé, c'est-à-dire en quelque sorte quel est l'état physiologique normal, quel est son fonctionnement optimal. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être bien sûr connaître les différents déséquilibres de ce fonctionnement, ce que l'on appelle en soi donc le tempérament.
Et donc ça va être le fait de se reconnaître nous dans la description des différents tempéraments afin de connaître son tempérament personnel, bien évidemment. Donc ça c'est la deuxième étape, et donc la troisième étape c'est bien évidemment connaître les moyens pour se tempérer, c'est-à-dire d'équilibrer le tempérament dont nous sommes porteurs, si je puis dire, afin de se rapprocher de l'état d'équilibre, c'est-à-dire d'améliorer son fonctionnement, de se renforcer comme je l'ai dit, de devenir plus résistant et plus résilient. J'insiste vraiment là-dessus car il est absolument nécessaire de connaître tout d'abord le fonctionnement optimal, d'avoir cette connaissance afin de ensuite faire attention à ce que nous ressentons à l'intérieur pour pouvoir le qualifier, si je puis dire, donc de mettre des mots dessus en fonction des différents déséquilibres dont je parlerai donc dans de prochaines vidéos notamment. C'est absolument nécessaire de savoir ça, bien sûr, pour savoir comment est-ce qu'on peut retourner à l'état d'équilibre. Mais je vais en parler. Et donc cette vidéo étant une vidéo introductive en quelque sorte à toute une série de vidéos que je compte faire par la suite sur le thème de la médecine chinoise. Donc bien évidemment à la hauteur de mes connaissances et de ce que je suis en mesure d'apporter. Bien sûr, encore une fois, donc je précise ici que je n'ai pas encore fait d'études approfondies, si je puis dire, en médecine chinoise, même si c'est dans mes projets, si je puis dire. Mais voilà, je fais quelques recherches en parallèle parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et donc je vais parler ici des connaissances que moi j'ai pu acquérir, et que bien sûr nous sommes tous en mesure de comprendre à partir du moment où on prend le temps de l'expliquer correctement. Et donc ici je dois absolument introduire quelques notions clés de généralité pour que ce soit bien clair pour tout le monde et pour que la suite puisse être comprise de manière harmonieuse, si je puis dire. Et donc le premier thème que je dois aborder, c'est bien évidemment la notion du yang et du yin, dont j'ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, donc sur le masculin et le féminin. Et donc, au yang est associé le soleil, la chaleur, la lumière, le mouvement, ce qui est immatériel et ce qui est léger. C'est très important de bien avoir ça en tête. Au yin est associé donc la lune, le froid, l'ombre ou l'absence de lumière, ce qui est matériel et ce qui est dense. Donc voilà, d'après moi, ce qu'il faut bien comprendre ici quand on parle bien évidemment d'équilibre, parce qu'on va parler d'équilibre entre le yang et le yin, c'est qu'en fait les deux, c'est-à-dire le yang et le yin, vont se soutenir mutuellement. Ils ne peuvent exister indépendamment. Car le yang sans le yin n'est pas ancré et se volatilise. Et le yin sans le yang manque d'énergie tout simplement et stagne. C'est le yang qui va apporter l'énergie, qui va apporter le mouvement. C'est le yang qui va permettre de mettre en mouvement justement, et c'est le yin qui va permettre d'ancrer le yang. C'est le yin qui va constituer la matérialité, dont le facteur matériel qui est associé au yin. C'est très important de comprendre ça. Et donc, comme je l'ai dit, les deux sont nécessaires au fonctionnement des organes. Ainsi, lors d'un déséquilibre, donc par exemple, on va parler d'un vide de yang, par exemple, eh bien le but va être d'augmenter le yang. On est bien d'accord. Mais cela ne veut pas dire forcément réduire le yin. J'insiste là-dessus, c'est très important à comprendre. Inversement, il va pouvoir y avoir plénitude de yang, ce que l'on va appeler la chaleur. Dans quel cas, le but sera donc de disperser la chaleur, comme on dit, c'est-à-dire de diminuer en quelque sorte le yang. Mais cela, encore une fois, ne veut pas dire que l'on va toucher au yin. Cela ne veut pas dire donc qu'il y a vide de yin associé à la plénitude de yang. Ici, j'insiste là-dessus, car ce n'est pas comme si on avait en quelque sorte deux jauges, donc une jauge de yang et une jauge de yin, dans lesquelles on mettait une même quantité de liquide, donc pour chaque organe ou pour chaque personne, où en fait, concrètement,
une augmentation du yang va entraîner une diminution du yin, etc. Cela est une vision fausse de la réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut très bien avoir un excès de yang, si je peux dire d'un côté, mais ne pas avoir de perturbation du yin. Et inversement, on peut avoir un excès de yin et ne pas avoir de perturbation du yang. Donc voilà, c'est absolument fondamental à comprendre. Donc voilà, ça c'est fait. Pareillement, donc on va pouvoir avoir ce qu'on avait appelé un vide de yin, donc dans certains organes, mais le but ici ne va pas être donc d'abaisser le yang en vue d'augmenter le yin, vous comprenez bien, cela n'a rien à voir en fait. Et donc ce que j'ai dit ici est bien évidemment valable pour les deux polarités intérieures dont j'ai parlé, le masculin et le féminin, dans une de mes précédentes vidéos. Vous pouvez tout à fait adapter ce que je dis ici, donc ce n'est pas parce que vous avez un fort masculin que vous devez forcément le baisser. Le but va être d'augmenter le féminin, par exemple. Et donc ici on peut également dire, donc la citation suivante que je tire d'une vidéo de Philippe Sionneau que je vous mets en description pour les sources, bien évidemment. Le yang isolé ne peut pas croître et le yin seul ne peut pas se développer. Fin de citation. Donc voilà, je vous recommande fortement d'aller voir cette vidéo et la suivante que je mettrai également en description. Donc ça c'est pour la première notion, le yang et le yin. Ensuite la deuxième notion c'est ce qu'on va appeler le qi. Donc en médecine chinoise le qi c'est tout simplement l'énergie, donc l'énergie du corps. On parlera particulièrement de vide de qi de la rate, car c'est principalement là que, c'est la rate qui va permettre de produire l'énergie dans le corps, donc on va parler de vide de qi de la rate, mais cela sera traité dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc ensuite il va y avoir les notions de vide et de plénitude, donc j'ai un peu parlé, le vide ça va être tout simplement un manque important d'énergie, d'énergie yang ou yin, alors que la plénitude ça va être une trop grande présence quantitativement. On parlera donc de vide de yang ou de vide de yin. On parlera de plénitude de yang. Donc la plénitude de yang c'est la chaleur, ou la plénitude de yin qui va être caractérisée par le froid, l'énergie du froid. Ensuite on va avoir deux autres énergies climatiques qui vont être l'humidité et la sécheresse. Et donc ce sont des énergies climatiques au même titre que le chaud et le froid, la chaleur et le froid dont j'ai parlé juste à l'instant, qui peuvent être également donc externes ou internes, donc la sécheresse ou l'humidité externe ou interne. Et donc à partir de ma compréhension actuelle à moi aujourd'hui, si je puis dire, je dirais que l'humidité serait corrélée avec un vide de yang, alors que la sécheresse va être corrélée avec un vide de yin. Donc notamment un vide de yin, la constipation par exemple, donc ça peut être soit un vide de yin de l'estomac, soit un vide de yin du gros intestin, donc voilà, c'est le vide de yin, notamment au niveau du poumon, etc. Mais on en parlera dans d'autres vidéos. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, je dois parler des 5 éléments de la médecine chinoise qui vont constituer donc globalement les 5 prochaines vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo sur chaque centre énergétique, donc sur chaque élément de la médecine chinoise. Et donc on commence par le bois. Donc le bois, il y a toujours deux organes qui sont reliés. Donc au centre énergétique, il va y avoir un organe yin, qui va être l'organe dense, l'organe matériel, etc. Et il va y avoir l'organe yang, qui va être l'organe creux, globalement, c'est-à-dire l'organe qui, comparativement au yin, va avoir moins de matérialité, va être plus subtil, si je puis dire. Donc, avec le bois, nous avons le foie en organe yin et la vésicule biliaire en organe yang. Et donc, je répète les émotions associées à ces 5 centres énergétiques dont j'ai parlé dans une de mes précédentes vidéos sur les émotions, les chakras et les corps énergétiques dans une de mes précédentes vidéos. Donc ici,
Les émotions négatives associées donc au bois, ça va être la colère, la force d'agressivité pour nous affirmer, donc pardon, la colère exprimée ou rentrée, j'oublie tout le temps, la force d'agressivité pour nous affirmer et gérer la pression, la frustration, l'indignation et la rancœur. Ensuite, en émotion positive, on va avoir le courage, le passage à l'acte, la créativité et la confiance. Ensuite, nous avons l'élément du feu. Donc le feu, c'est avec le cœur en organe yin et l'intestin grêle en organe yang. Donc en émotion négative, on va voir la culpabilité, la dépression, le désespoir et la haine. En émotion positive, on a la joie, la sérénité, la présence à soi et l'amour. Ensuite, l'élément de la terre, nous avons la rate en organe yin et l'estomac en organe yang. Au niveau des émotions négatives, nous allons avoir l'obsession, la nostalgie, la réflexion, la rumination, les soucis, les doutes et les inquiétudes. Émotions positives, c'est la tranquillité, la stabilité, la capacité de se nourrir et la patience. Donc ici, comprendre bien sûr émotions, sentiments, ressentis intérieurs, etc. Un petit peu tout est relié ici. Donc ensuite, l'élément du métal. Nous avons donc le poumon en organe yin et le gros intestin en organe yang. Et donc en émotion négative, nous allons avoir la mélancolie, la tristesse, l'affliction, la rigidité, le manque d'organisation, la difficulté d'incarner les choses. Émotion positive, l'ouverture et la liberté. Donc ensuite, un dernier élément de la médecine chinoise, c'est l'élément de l'eau. Et donc l'eau, ça va être les reins qui vont constituer l'organe yin et la vessie qui va constituer l'organe yang. Les émotions affiliées négativement, ça va être la peur, les angoisses, les craintes, le sentiment d'insécurité. Et en émotion positive, nous allons avoir l'adaptabilité, la régulation des cycles biologiques et des cycles hormonaux. Donc voilà. J'ai également déjà énoncé les deux cycles dont je vais parler à l'instant, que l'on retrouve en médecine chinoise, donc deux cycles qui relient ces 5 centres énergétiques donc en médecine chinoise, qui sont donc premièrement le cycle nourricier. Donc on va tout simplement dire que le bois nourrit le feu, que le feu nourrit la terre, que la terre nourrit le métal, que le métal nourrit l'eau et que l'eau nourrit le bois. Donc voilà, c'est chaque élément qui vont se nourrir comme ça dans cet ordre. Donc à partir du bois toujours, enfin ça tourne comme ça. Et donc ensuite nous allons avoir ce qu'on va appeler le cycle du contrôle, où là en fait on va tout simplement à chaque fois sauter un élément. Donc on va passer du bois à la terre, de la terre à l'eau, de l'eau au feu et du feu au métal, puis du métal au bois. Et donc ce que je dis ici, comme dans la précédente vidéo où j'en ai parlé, je le répète tout simplement d'une des vidéos de Philippe Sionneau que je mets également en description pour ceux qui souhaiteraient aller la voir, donc je vous la conseille également. Et donc, premièrement, donc, le foie bois permet d'évacuer les accumulations et stagnations au niveau de la rate, ce qui entrave les fonctions de la terre. Donc voilà, car la rate a tendance à avoir des accumulations et des stagnations, et c'est bien donc l'énergie du foie qui va permettre d'évacuer ces accumulations et ces stagnations. Donc ensuite, deuxièmement, on va avoir la rate, terre, qui prévient le débordement de l'eau des reins en transportant les liquides, car la rate joue un rôle très important dans le transport des liquides, et ça va permettre au rein de ne pas être débordé dans son travail d'élimination de l'eau, etc. Donc ensuite nous avons le chi du poumon, dans l'ordre, l'eau des reins maintenant monte s'unir au cœur et prévient l'embrasement du feu du cœur, car le cœur est relié au feu bien évidemment comme je l'ai dit, et a tendance à s'embraser. Ici l'eau des reins permet de prévenir l'embrasement du feu du cœur.
Le feu du cœur contrôle un excès de descente du poumon, car le poumon a tendance à descendre, et le cœur permet de contrôler la descente du poumon pour qu'il ne descende pas trop. Et donc cinquièmement, le chi du poumon, c'est-à-dire l'énergie du poumon, contrôle la montée du yang du foie, qui lui, contrairement, a tendance à monter. Le yang du foie a tendance à monter et à trop monter, et c'est bien le poumon ici qui a pour rôle de faire descendre, de contrôler cette montée du yang du foie. Et donc je rappelle ceci ici, tout simplement parce que j'aimerais également faire le rapprochement avec les émotions donc en médecine chinoise dont j'ai parlé juste précédemment, par rapport avec ce que j'ai dit avec le yang et le yin. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est bien pour moi la présence qui est exacerbée d'une émotion particulière qui va être le témoin d'un désordre particulier dans l'organisme, le témoin d'un déséquilibre, si je puis dire, au niveau d'un de ces 5 centres énergétiques. Et donc pour, si je puis dire, en quelque sorte réguler cette émotion exacerbée, il va bien évidemment falloir agir, enfin possiblement, donc, sur ce centre énergétique particulièrement, ou sur l'organe en question qui va être relié à cette émotion. Mais j'insiste sur le fait que l'excès de prime abord d'une émotion surexprimée au niveau d'une personne particulière, donc peu importe l'émotion, par exemple la colère, n'est pas forcément en lien avec un excès de fonctionnement du foie ou un désordre du foie. Ça peut tout simplement être dû à un manque ou à une insuffisance de l'énergie contrôlante, si je puis dire, de ce centre énergétique. Donc ici, ça va être le poumon. Donc c'est très important de comprendre qu'un excès visiblement présent, si je puis dire, superficiellement, chose qu'on peut voir et observer de l'extérieur, n'est pas forcément dû à un excès de fonctionnement d'un de ces centres énergétiques, mais peut être également dû à un manque ou à une insuffisance de l'énergie contrôlante. Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit avec le yang et le yin, que c'est pas parce que nous avons un vide de yang qu'il va falloir agir sur le yin. Le yin n'est pas forcément impacté, si je puis dire, par ce déséquilibre. Ici, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'en fait une personne est très colérique que c'est forcément, si je puis dire, le foie qui est en cause. Si ça se trouve, le foie va avoir un fonctionnement un peu perturbé, mais ce n'est pas forcément la cause du foie premièrement. Ça peut être répercuté, si je puis dire. Il peut y avoir une répercussion à cause d'un manque ou d'une insuffisance de l'énergie contrôlante. C'est bien ce que je veux dire ici. Et donc le but n'est pas forcément de diminuer l'énergie qui est exacerbée, comme je l'ai dit, mais plutôt d'augmenter son énergie contrôlante, qui peut être déficitaire. Cela est bien différent, il faut bien comprendre, c'est une différence fondamentale. Et donc, en suivant ce même cycle de contrôle dont je viens de parler et dont j'ai sûrement mis un schéma à l'écran, on va avoir tout simplement que la colère triomphe des soucis. Voilà, la colère, ça va être associé au bois, triomphe des soucis qui va être associé à la terre, ça triomphe des soucis. Ensuite, on va voir que la tristesse triomphe de la colère, tristesse qui est associée à l'élément métal qui triomphe de la colère, le bois. On va voir que la joie triomphe de la mélancolie, donc la joie associée à l'élément feu va triompher de la mélancolie associée à l'élément métal. On va voir que la peur va triompher de la joie, la peur associée à l'élément eau va triompher de la joie associée à l'élément feu. Et on va voir que la pensée va triompher de la peur. Donc la pensée associée à l'élément terre et la peur associée à l'élément eau. Donc voilà, le cycle est bouclé, si je puis dire, en quelque sorte. Vous pouvez essayer de vous amuser à faire à chaque fois le tour, si je puis dire, du cycle énergétique en médecine chinoise, de voir quelle émotion est exacerbée. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut réduire ou peut-être augmenter l'énergie contrôlante? Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je trouve que c'est une bonne réflexion pour finir cette vidéo,
qui est déjà suffisamment longue. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si elle vous a intéressé, etc. Vous pouvez, je vous encourage bien sûr à vous abonner, à mettre un pouce si vous l'avez aimé. Donc voilà, je vous mets comme d'habitude la playlist ici sur la biorésonance multidimensionnelle, car je rappelle à ceux qui ne me connaissent pas que je suis thérapeute en biorésonance multidimensionnelle et que je peux vous accompagner dans le rétablissement de votre santé, hein, donc en fonction de mes connaissances également que je peux vous apporter, hein, donc pour prendre en charge votre santé à vous, tout simplement. Et donc voilà, je reviendrai avec une prochaine vidéo dès que ce sera possible, hein. Là je vais être assez occupé aussi prochainement, donc je vais essayer de pas trop vous faire attendre, mais je ferai des vidéos dès que j'en aurai la possibilité et le temps. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.